Et bonjour à tous. Alors, on va partir un peu dans le futur. J'ai changé légèrement le titre. C'était IA, chatbot, les nouvelles relations. Moi, je vous ai mis l'amour après l'humain. Ça pourrait être même la sexualité après l'humain. Donc, on va partir dans le futur, mais sans partir dans la science-fiction, parce que vous allez voir qu'on est déjà dans le futur. Et il y a un drapeau pour ça. Je compte sur Joseph pour l'insérer dans la présentation de tout à l'heure. Pourquoi je vous dis l'amour après l'humain? C'est juste pour poser un tout petit cadre théorique. À l'époque des Lumières en France, on a estimé, et vous verrez que déjà que ça peut être critiquable, que l'homme, par la raison, allait dominer son environnement, allait dominer la nature, allait dominer les animaux, allait tout dominer, et qu'il était central dans le monde, et qu'il dominait notamment la technique. Il y a une théorie, notamment la théorie critique du post-humanisme, qui nous dit, en fait, ça a changé. On a des techniques qui sont tellement évoluées qu'on coévolue avec, et donc on n'est plus au centre de tout. Il y a même des critiques qui disent c'est l'humanisme des Lumières, c'est une théorie philosophique, sociologique, tout ce que vous voulez, qui a été créée par l'homme blanc, soi-disant universaliste, mais qui ne s'appliquait à l'époque, et peut-être encore toujours, qu'à l'homme blanc. Et donc qui n'est pas si universaliste que ça. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est passé d'une vision où l'homme domine par sa raison la nature, est supérieur aux animaux, voilà, et d'ailleurs est supérieur à certaines catégories de population, à une époque où on coexiste déjà tous ensemble, on essaye, et on coexiste avec des techniques de plus en plus évoluées pour lesquelles on peut développer des sentiments. Typiquement, le Tamagotchi. Alors, le Tamagotchi, c'est un petit animal virtuel dans un petit œuf. Et ça date des années 90, donc c'est pas récent. Et ben, il y a une affection qui se développe pour ce Tamagotchi. Et donc, on n'est plus dans la domination par la raison pure. On développe des sentiments pour des choses qui ne sont pas humaines. C'est le post-humanisme. C'est très simplifié. D'accord? Ça, c'est pour vous poser le cadre dans lequel on est. Alors évidemment, on ne s'est pas arrêté au Tamagotchi. Et ce n'est pas quelque chose de récent. Le fait d'avoir des partenaires qui ne sont pas des humains, c'est très ancien, on le verra juste après. Là, je vous ai mis des petits exemples. Vous avez sur la gauche Hatsune Miku. Elle est japonaise, c'est un hologramme. C'est un hologramme, c'est une pop idol, elle fait des concerts. Là, c'est un concert, vous voyez, où il y a des vraies personnes dans la fosse et où l'artiste, c'est un hologramme sur une scène. Il se trouve qu'au Japon, un japonais s'est marié, s'est autorisé avec Hatsune Miku. Ça, c'est Replica. Replica, c'est une appli sur votre téléphone portable, sur le PC, où vous créez un avatar qui n'est pas le vôtre, qui est l'avatar idéal et qui peut être soit un ami, soit un petit ami, soit un partenaire érotique. Et donc, vous verrez, on en discutera après, qu'il vous donne le change, il vous répond, ce partenaire. Et il vous répond principalement comme vous attendez qu'il vous réponde. Ça, alors je vous ai mis du moins sexualisé au plus sexualisé, puisqu'on est aussi là pour parler de sexualité. Ça, c'est Project Melody. Elle, c'est une influenceuse virtuelle qui fait de l'Instagram, qui fait du YouTube, mais qui fait aussi du Chaturbate. Chaturbate, c'est un site de masturbation type Twitch. Et donc, c'est une entité virtuelle qui est là pour avoir des interactions érotiques avec des vraies personnes, notamment des jeunes hommes japonais. On verra pourquoi c'est très japonais, derrière leur écran. Et puis, là, on pourrait croire que c'est une image faite avec un ordinateur. Non, c'est une poupée sexuelle. On est à l'époque des Real Dolls, on en a entendu parler pas mal en France là, avec la polémique Shein et les poupées sexuelles pédopornographiques. On va y revenir dessus. C'est une poupée, et ces poupées-là, maintenant, elles sont drivées par l'intelligence artificielle. C'est pas juste des poupées gonflables avec un faux vagin, un faux anus, que vous voulez. Elles vous répondent, elles s'adaptent à vos demandes, elles s'achauffent, enfin, c'est des bijoux technologiques, mais qui vous permettent d'investir une relation avec un objet. Et tout ça doit nous interroger. Alors c'est ancien,
c'est très ancien. Dans la mythologie grecque, on a eu Pygmalion. Pygmalion, il aimait tellement sa statue qu'elle a pris vie. Et puis, au Japon, pourquoi le Japon? Parce qu'en fait, le Japon est un pays shintoïste, qui est une forme d'animisme, et où on pense que les objets peuvent, notamment les vieux objets qui ont plus de 100 ans, peuvent gagner un esprit. Et il y avait, ça c'est quelque chose qui date du XVIIIe siècle, ce sont des petites, je vous dirais comme des petits dioramas animés, mais il y avait des vraies poupées, qui n'étaient pas évidemment avec la technique qu'on a aujourd'hui, sexuelles, et qui étaient estimées avoir un esprit comme beaucoup d'objets dans le shintoïsme japonais. Donc c'est pas nouveau du tout. Mais maintenant on a la technologie qui nous permet d'avoir des choses qui se rapprochent de plus en plus de formes humaines, d'interactions humaines, qu'elles soient physiques comme les poupées ou intellectuelles, on va dire, comme les applications. Alors, ça répond à quoi? On pourrait se dire que ça répond qu'à un désir de sexualité. Par exemple, une poupée sexuelle, ça, voilà. Il y a plein d'études qui montrent qu'effectivement, il y a un peu de sexualité, mais que ça répond principalement à la solitude. Que ce soit les chatbots, les pop idols virtuels, dans toutes les études, quand vous interrogez des gens qui les utilisent, c'est la solitude avec un désir de connexion et de support émotionnel, voire psychologique, ce qui interroge sur la compétence d'une IA à faire de la psychologie. Il y a beaucoup de gens qui se servent de ChatGPT comme d'un psychologue. Bon, on peut toujours, je pense que c'est tout à fait critiquable. Tout ça, ça se voit beaucoup, encore une fois, au Japon. Pourquoi? Parce qu'au Japon, il y a bientôt la moitié, dans les grandes villes, la moitié de la population qui sera célibataire et qui ont du mal à se mettre en couple parce que la vie est très chère, parce que c'est difficile de rencontrer, parce qu'avoir un enfant, c'est anxiogène comme chez tout le monde actuellement dans la société. Et il y a un article très intéressant pour ceux qui ont le monde, dans le monde aujourd'hui, justement, sur ça, sur le fait que c'est quasiment une contre-culture qui est en train de se développer. Ça peut permettre d'accéder à des besoins non satisfaits, amoureux, si on est seul, sexuels, pourquoi pas. C'est aussi une recherche de safe space. On va voir qu'une intelligence artificielle, elle vous répond, comme je vous le disais, souvent ce que vous avez envie d'entendre, et elle vous contredit quand même assez rarement. Alors ça, c'est très sécurisant. Et puis, ça évite, ça aussi, dans certaines études, ça ressort, les écueils des relations entre humains, ce qui fait le sel pourtant de la relation entre humains, mais qui peuvent être le jugement par l'autre, la contradiction, les ruptures et les divorces. Ça, c'est les motivations. Alors, est-ce qu'il y a des points positifs? Alors peut-être, mais on va commencer par les écueils. Comme je vous le disais, ce sont deux principes des relations qui sont artificielles, puisque l'intelligence artificielle est programmée pour vous répondre ce que vous avez envie d'entendre, mais aussi, elle fait des non-sens parfois. Et dans les utilisateurs de l'appli Replica que je vous ai montré, une des sources de distanciation dans la relation, de dire « Ah zut, c'est pas une vraie relation », c'est que des fois, le truc déraille et donc vous dit n'importe quoi. Là, vous vous rendez compte qu'en fait, cette intelligence artificielle dont vous êtes amoureux, il y a des gens qui sont réellement amoureux de cet avatar qu'ils ont créé, quand il se met à dérailler, soudainement, ça les sort de la relation. Ils se rendent bien compte que c'est artificiel. Ça peut favoriser une objectification. Si vous avez des poupées sexuelles à la maison, qui renforcent souvent les stéréotypes de genre, vous avez vu celles que je vous ai mises, avec des poitrines très opulentes, des toutes petites tailles, enfin c'est vraiment des physiques qui n'existent pas dans la vie. Bah, évidemment, on peut se dire, bon bah, si je considère que cette poupée est une femme, bon bah, est-ce que les femmes sont des êtres humains doués de conscience ou des objets? Et ça peut favoriser l'objectification des personnes. Évidemment, le non-consentement, on en parlait jusqu'avant. Je ne crois pas qu'on ait besoin de demander son consentement à une poupée et que même si elle disait non, ça empêcherait qui que ce soit de faire quoi que ce soit avec. Et ça peut modifier les attentes sur les femmes en créant des attentes qui ne peuvent pas être satisfaites dans la vie réelle. Je vous ai dit que ça renforçait les stéréotypes de genre, mais ça renforce aussi des stéréotypes racistes. Vous avez dans les poupées l'asiatique soumise, la femme africaine avec une sexualité bestiale, l'allemande un peu rigide, et ça c'est des vrais modèles, hein, ça existe, c'est vraiment, et c'est marketé comme ça. Donc évidemment, en termes de stéréotypes de genre et de stéréotypes racistes, on y est en plein dedans. Ça reproduit évidemment des dynamiques de domination.
que ce soit des dynamiques d'esclavage. Quand vous avez quelque chose que vous considérez comme un humain mais qui est un objet, ça nous rappelle fortement l'esclavage. Les dynamiques de travail du sexe et les dynamiques de pédophilie pour ce qui est des poupées qui sont des poupées sexuelles représentant des enfants. Évidemment, vous êtes dépendant de la société qui programme ces intelligences artificielles, que ce soit pour une poupée ou pour une application, ce qui veut dire que, vous payez, et puis cette intelligence artificielle dont vous êtes amoureux, si la société ferme, du jour au lendemain, elle s'éteint. Donc pour des gens qui investissent relationnellement dans ces intelligences artificielles, évidemment, c'est dangereux. Et ça peut être, il y a des gens qui se suicident à cause des intelligences artificielles. Donc je veux dire, c'est pas cette distance qu'on peut avoir ici en parlant, elle n'est pas efficace quand les gens sont dans la relation et que c'est une réponse à leur solitude, donc ça répond à leurs besoins émotionnels. Il peut y avoir des vrais phénomènes d'addiction, de dépendance, et puis ça peut renforcer de fait l'isolement social, diminuer les compétences sociales et déshumaniser les relations. Alors là, c'est le tableau le plus noir possible. Mais est-ce qu'il y a des points positifs? Et j'ai été étonné, ce n'est pas mon domaine de travail, de voir qu'il y a quand même des points positifs. Pourquoi? Justement, on parle de droit à la sexualité, de justice sexuelle. En fait, il y a des gens qui ne peuvent pas avoir de sexualité. Les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, pour qui c'est plus compliqué. Et on peut imaginer que des poupées sexuelles adaptées à leur handicap, à leur âge, puissent les aider à accéder à une sexualité qu'ils ne pourraient pas avoir. Et je pense que ce n'est pas quelque chose où il faut être dans une posture de « oulala, voilà, c'est pas bien et c'est de la science-fiction et ça fait peur ». En tout cas, je pense que ça peut aider certaines personnes. Ça peut répondre à des besoins émotionnels, puisque la compassion, on dit que ça répond toujours ce que vous voulez que ça réponde, mais en même temps, la compassion est constante. Ça peut... Alors, il y a des témoignages assez incroyables de gens qui sont bi, qui sont en couple, mais le partenaire ou la partenaire n'est pas trop chaud pour qu'il y ait un troisième. Poupée sexuelle pour, par exemple, le sexe anal. Pourquoi pas? Et ça permet, dans certaines expériences, le polyamour sans jalousie. Quand il y a la distance critique suffisante à l'utilisation d'une poupée comme troisième partenaire amoureux ou d'une intelligence artificielle, ça peut permettre le polyamour sans jalousie. Et puis les deux dernières questions, ce ne sont pas des questions que je me pose, mais c'est des questions notamment d'éthique, parce que tout ça soulève des questions éthiques majeures. Est-ce que ça pourrait être une alternative au travail du sexe et à la violence inhérente au travail du sexe? Mais évidemment, le pendant de ça, c'est que le travail du sexe est aussi un travail, et donc ça pourrait priver de travail des femmes qui n'ont pas d'autre choix que de faire du travail du sexe pour gagner leur vie. Et est-ce que ça pourrait être une alternative à la pédophilie? Et c'est un débat très chaud. Évidemment, on ne fera pas d'alternative à la pédophilie en vendant des poupées sexuelles sur des sites internet. En revanche, des gens se posent la question d'essayer, pour des gens qui sont... On sait qu'il y a des gens qui sont les pédophiles en série qui sont insoignables, ils sont psychopathes, il n'y a pas de traitement. Pour essayer de faire baisser le niveau pulsionnel. Ce n'est pas du tout des sujets qui sont concrets actuellement, mais il y a des gens qui se posent la question, et en tout cas il y a des besoins de recherche sur ces sujets-là. Voilà, donc ce qu'il faut faire avec ces histoires d'intelligence artificielle, de poupées sexuelles, c'est sortir des postures. Évidemment qu'il y a plein d'écueils, on les a vus, mais il y a peut-être des situations où ça peut être utile, aussi bien au niveau émotionnel que sexuel. Et donc, le futur est devant nous, mais en fait, comme je vous le disais, on y est déjà. Il y a déjà des applications, il y a déjà des poupées sexuelles, donc je pense qu'on a un petit train de retard sur la recherche. Voilà.